Et il nous faut, deuxième révolution, une sobriété intelligente qui nous pousse à reconfigurer nos modèles agricoles selon les disponibilités hydriques, évidemment. Et un constat est très fort aujourd'hui, c'est que souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire reviennent à dire sécurité et souveraineté hydrique. Et ceci est fondamental et très important. On ne peut pas aujourd'hui diriger, orienter la production si on ne peut pas contrôler la ressource eau. Deuxième orientation, on a entendu aussi plusieurs des intervenants parler de différents angles de ce sujet. Il s'agit de repenser les politiques et les gouvernances alimentaires. Alors, pour la souveraineté alimentaire, il s'agit moins d'autarcie que de sécurité partagée. Je vous en ai parlé. Elle est fondée sur le soutien à la production locale et la solidarité régionale. Pour une transition efficace, il faut des politiques alimentaires clairement définies, parce que souvent on ne peut pas, elles ne sont pas lisibles au niveau des pays. Et une gouvernance lisible pour leur mise en œuvre. Parce que souvent, c'est au moment des chocs qu'on se rend compte qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Le Covid est venu, il n'y a plus comment alimenter les marchés, on n'a pas prévu. Or, une politique alimentaire doit prévoir ce genre de possibilités. Et maintenant, on parle de stock stratégique, de stock de souveraineté, etc. etc. Donc la complexité croissante des défis alimentaires nécessite des politiques alimentaires qui ne se permet pas de les avoir fragmentées aujourd'hui, et implicites et dispersées. Elles doivent être clairement définies à travers une vision stratégique, cohérente, qui intègre l'ensemble des maillons du système alimentaire. Chaque pays doit comprendre comment fonctionne son système alimentaire et c'est quoi son système alimentaire. De la production agricole à la consommation, bien sûr, en passant par la transformation et tout ce qui est logistique, distribution, la nutrition et la gestion des déchets. Cette clarté stratégique ne suffit pas. Il faut encore une politique alimentaire qui doit transformer durablement les réalités de terrain. Pour qu'elle puisse faire cela, elle doit reposer sur une architecture de gouvernance qui repose sur un dispositif exécutif qui doit être robuste, lisible, inclusif et surtout, il doit être responsabilité, donc il doit être doté de moyens nécessaires et qui doit être capable de passer de la stratégie à l'action. Trop souvent, les politiques alimentaires échouent non pas parce qu'il n'y a pas d'idées, mais par opacité des responsabilités, chevauchement des compétences ou absence de coordination entre les différents niveaux d'action. Je peux en témoigner, pour l'avoir vécu, ce n'est pas les manques d'idées, ce n'est pas le manque de scientifiques qui alimente les stratégies, c'est de passer à l'action parce que vous êtes devant une équation que vous devez résoudre. Il y a le choc, il y a l'urgence, et puis vous avez tous les mécanismes que vous devez mettre en œuvre et qui ne dépendent pas de vous, ils dépendent d'autres. Et donc vous êtes obligé des fois de faire des erreurs malgré vous. Pas des erreurs, vous le faites sciemment, vous faites des choix parce que vous devez agir dans l'urgence. Et pour cela, il faut donc résoudre ce problème par un exécutif qui soit doté de capacités et de potentiel. Alors un autre point fondamental, ce sont les politiques agricoles et alimentaires. Elles doivent être clairement différenciées, mais elles doivent être intégrées. Souvent, on mélange les deux. Et d'ailleurs, beaucoup de politiques agricoles qui sont bonnes échouent car on les charge trop, on leur demande trop pour l'alimentation, parce qu'on n'a pas fait le travail ailleurs pour la politique alimentaire. C'est fondamental. Vous savez, vous manquez d'un produit et on demande au ministère de l'Agriculture de se débrouiller pour importer. Ce n'est pas son job, il ne fait pas le commerce. L'agriculture, elle produit, elle alimente le marché par rapport à ce qu'elle peut faire en fonction des potentialités dont elle dispose. Mais quand vous commencez à parler de vendre et acheter, c'est le commerce. C'est les ministères de commerce qui doivent faire ça.
voyez, et donc, alors on charge le ministère parce qu'on n'a pas pensé à ça et on revient, si vous voulez, aux facilités. Donc ça, c'est un sujet, un vrai sujet très, très, très important. Alors, la diète méditerranéenne, ça a été bien expliqué, très important, doit être un cadre. Ce n'est pas une recette, c'est un cadre très important. Elle doit être réhabilitée comme modèle vivant qui va allier la santé, la durabilité et la souveraineté en la réinscrivant dans les politiques publiques et les habitudes de consommation. La seule façon pour pouvoir justement utiliser cet outil de diète méditerranéenne comme cadre global, c'est d'être intégré dans les politiques. On ne peut pas continuer à parler, si vous voulez, de la petite exploitation qui est produite localement d'une manière isolée, alors qu'elle doit être connectée au système économique national ou international. Et ce sont les politiques qui doivent le faire. Et donc, il faut que les politiques alimentaires intègrent donc ces principes. Et je peux vous dire, ne voyez pas ça comme loin, je peux vous dire que ceux qui mettent en œuvre les politiques peuvent écouter, peuvent entendre, à condition de leur donner des approches opérationnelles qu'ils peuvent mettre en œuvre. C'est très important. Même quand on pense à des subventions, il faut que ces subventions soient incitatives pour aller vers le bon choix. Ce n'est pas uniquement d'aider souvent, on voit les subventions comme des chiffres, comme un budget, mais c'est au-delà de ça, c'est un moyen pour pouvoir orienter les choix et pouvoir éduquer aussi, parce que quand vous orientez à la langue, vous éduquez. Vous disiez tout à l'heure que la mondialisation a donné la main aux multinationales pour pouvoir gérer les chaînes de distribution, donc de production, et finalement, vous avez orienté toutes les productions ailleurs. Et donc, alors qu'il fallait trouver cet équilibre entre ce qui est de agriculture locale et longue. Et je me permets de faire aussi un commentaire à ce niveau. Pour moi, la durabilité de l'agriculture et des systèmes alimentaires, c'est plus que ce que nous avons discuté. C'est l'humain. Demain, je peux vous garantir, et ça a déjà commencé dans plusieurs sphères, qu'on va discuter de qui va produire demain. Qui sont les agriculteurs? Qui seront les agriculteurs de demain? Qu'est-ce qu'on a fait pour préparer les jeunes pour l'agriculture? Ceci est très, très important. Troisième orientation, il faut passer à l'action. Et cela implique, bien sûr, ça a été dit également, l'investissement massif, et vraiment massif, dans la jeunesse, dans la formation, la recherche et l'innovation. Il s'agit d'ancrer la transition de nos systèmes alimentaires vers des systèmes plus durables, et donc nos systèmes de production vers des systèmes durables équilibrés et vers des potentialités, en respectant les potentialités des territoires. Deuxième point sur lequel je voulais aussi insister, c'est cette question de coalition régionale pour peser ensemble dans les négociations internationales. Madame la vice-présidente du GID en a parlé. La Méditerranée n'est pas toujours aisée. La Méditerranée, en tant qu'idée, est belle, mais elle n'est pas toujours facile à vivre. Et donc, les conflits, etc., ne facilitent pas, si vous voulez, toujours tout ce qu'on désire en termes de coopération et de toutes les belles idées qui sortent et les belles solutions qui sortent. Et à ce propos, je voudrais, c'est une occasion pour parler encore une fois de cette coopération entre le GID et le SIAM, et surtout insister sur le fait que le SIAM, qui est composé de 13 pays, j'ai eu l'honneur d'être président du Conseil du Centre et d'avoir collaboré avec beaucoup de mes collègues, monsieur le secrétaire général, messieurs les directeurs, tant l'actuel que l'ex-directeur, c'est Pascal de l'IAM de Montpellier. Et pour moi, c'est un outil extrêmement important qui est à la disposition des pays membres, des 13 pays membres. Regardez les instances méditerranéennes qui ont été constituées depuis les années
60, même des années 50. Quelles sont les instances qui sont encore opérationnelles? C'est pratiquement le SIAM, très important. Et je voudrais saluer les collègues du SIAM, et tant au niveau du secrétariat général qu'au niveau des instituts, des 4 instituts, qui font un excellent travail de formation des scientifiques méditerranéens. Et à travers les scientifiques méditerranéens, ils forment le citoyen méditerranéen. Et ceci est déjà une approche très importante en matière de coalition régionale. Et donc, mettre à la disposition des pays des approches et surtout aussi renforcer les institutions de ces pays à travers donc, les coopérations. Pour finir, je soutiens totalement ce qu'a dit Madame la vice-présidente du GID, c'est qu'il faut faire écho de ce qui a été discuté aujourd'hui de différentes façons. C'est très important. Ne soyez pas frustrés que les décideurs ne prennent pas en considération ce que vous dites, mais je peux vous garantir, ça prend du temps. Mais écrivez, sortez ça sous forme de matériel qui peut être accessible pour ceux qui mettent en œuvre les politiques. Je termine par le philosophe Parménide, donc, qui enseignait que ce qui est, ce qui est pour nous aujourd'hui, c'est l'urgence et c'est aussi l'espoir. Donc, plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est l'espoir. Et il est très important d'aspirer pour une Méditerranée nourricière, résiliente, solidaire et fière de ses racines. Et donc notre vœu, c'est d'avoir un espace de convergence entre science, tradition, innovation, et qui soit au service d'un projet commun, celui d'un avenir qui soit choisi et non pas subi. Et je vous remercie de votre attention. Alors, on approche de la clôture. Avant de clôturer formellement cette conférence, une dernière petite séquence relative à une petite innovation de cette édition, c'est le fait d'avoir adossé à la conférence une résidence artistique et un travail avec des élèves, des étudiants, des doctorants. Et du coup, on va vous rendre compte du travail dont vous avez pu observer les quelques résultats mardi, hier, et on va témoigner à travers un petit document 5 minutes de vidéo du parcours qu'a été celui de Mustapha, des élèves, des étudiants, accompagnés par Nathalie et Tiffany qui vont me rejoindre sur scène, et on clôturera juste après, parce que c'était pour nous, et pour moi en particulier, quelque chose d'important que de pouvoir aussi... Et ça fait quelque part écho à un certain nombre des propos qui ont été tenus sur toutes les dimensions autres que techniques, technologiques, agronomiques, scientifiques, etc. Il y a des dimensions culturelles qui sont importantes, et donc laisser la place à la culture aussi dans la manifestation, dans la conférence, c'était quelque chose d'important. On vous diffuse tout de suite le document. Et Nathalie, Mustapha... Charlotte, c'est Léa. Résidence artistique au SIAM Montpellier, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Une rencontre avec Mustapha Tahaba et Nathalie Dunoir, qui a organisé au consulat d'Algérie à Montpellier une exposition des œuvres de Mustapha qu'elle avait eu l'occasion de découvrir en entier. L'idée, c'était de privilégier le regard des jeunes sur cette question et j'ai à s'exprimer sur cette question de manière sensible. C'est la raison pour laquelle on a fait la proposition
au lycée agricole qui est voisin de l'Institut, de s'associer à cette initiative et de travailler avec nous. Alors, il y a non seulement le voisinage qui explique le choix du partenaire, mais il y a aussi évidemment le fait que dans l'enseignement agricole en France, l'attention portée aux dimensions socio-culturelles des questions techniques qui sont travaillées dans cet enseignement avant tout professionnel est très présente. Et ça se traduit notamment par la présence d'un corps professoral spécifique au ministère de l'Agriculture, les professeurs d'éducation socio-culturelle. Et c'est avec l'une d'entre eux que nous avons du coup engagé cette collaboration, Charlotte, avec laquelle et avec la classe de laquelle nous allons travailler pendant quelques semaines avant la conférence Parménides. J'ai été agréablement convaincue de faire cette association avec le CIAM Montpellier, tout simplement parce qu'il s'agit de nos voisins et l'on travaille sur un thème commun qui est donc la Méditerranée, la diète méditerranéenne. Ma classe de stage, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, a justement des cours dans le programme annuel sur ce thème. Donc j'ai trouvé ça très opportun de partager l'accueil de cet artiste algérien que nous avions très hâte de découvrir. Ça m'a ému en quelque sorte parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter avec un artiste dans n'importe quel art. De plus, moi quand je vois nombreuses arts, je me suis toujours demandé ce que l'artiste pensait. Et là du coup avec Mustapha, j'ai pu parler avec lui et un peu savoir ce qu'il ressentait lorsqu'il peignait des œuvres et le message qu'il voulait transmettre à travers son œuvre. Ce projet permet aux élèves de voir autre chose que la scolarité classique au sein du lycée. Ça nous permet de rencontrer des gens qui ne sont pas des professeurs, ni des professionnels de l'agronomie ou de l'agriculture. Avoir un lien avec l'art, qui n'est pas forcément permis toute l'année. Et je pense également que les élèves ont à cette occasion l'opportunité de s'exprimer plus librement et d'accorder plus d'importance à leur sensibilité. Donc c'était très très bienvenu. Ce qu'on espère, c'est que justement tout le travail qui va être mené par Mustapha, par lui-même, avec les élèves du lycée, et puis aussi avec les jeunes qu'on accueille dans cet établissement, j'en ai pas encore parlé, mais en particulier les jeunes doctorants qui travaillent ici. On espère que tout ce travail va permettre de provoquer des échanges un peu inédits entre tout le public de la conférence Parménides, pour l'essentiel des scientifiques, mais qui sont aussi des hommes et qui ont aussi leurs approches sensibles, à qui il sera d'ailleurs aussi proposé de participer ponctuellement à ce travail de production sensible autour des questions relatives à l'alimentation, et donc de provoquer un échange, de provoquer un décalage de regard, un changement de point de vue au sens propre du terme, se décaler un peu pour voir la même réalité avec des yeux un peu différents, et je pense que l'œil aura une place particulière dans tout ce travail. J'ai remarqué qu'au début, les élèves pouvaient prendre peut-être le projet avec beaucoup de légèreté, ce qui est bien, mais peut-être pas suffisamment de sérieux et de concentration quant au thème qui les concerne par rapport à leur formation. Et au fur et à mesure de l'atelier, j'ai compris qu'ils prenaient part par le biais de l'art, de la pratique artistique et des discussions avec Mustapha, qui les a mis très à l'aise, au projet, de façon très sensible. Et je trouve qu'ils se sont laissés la liberté de s'exprimer et le droit de s'exprimer autrement que d'une manière classique, scolaire. À travers mon art, j'ai envie de faire passer le message qui est que si on n'agit pas, on mangera du plastique plus tard et que toute notre terre se transformera en plastique à cause de la pollution.
Moustapha, tu veux dire quelques mots? Vite, vite. Allez, allez. Donc les protagonistes de cette expérience, de cette aventure. Moustapha, tu dis quelques mots. Bonjour à tous, je vous remercie d'être là et merci à Tiffany de la réalisation de ce court-métrage que je trouve extraordinaire. C'était une superbe expérience humaine pour moi parce que j'ai beaucoup appris avec les élèves. J'étais surpris par leur énergie, leur implication. Ils ont très bien joué le jeu et on a commencé avec plusieurs activités. Charlotte était là pour nous aider, parce que des fois, c'était un peu, ça part un petit peu gauche et droite, mais ils étaient vraiment, j'étais surpris par leur conscience et leur implication et leur activité, leur créativité, je veux dire. Parce que avec leur innocence, ils peuvent poser les questions librement. Et ils ont parlé de beaucoup de choses. On a pris ça au début, on a pris des notes, on a fait des débats, après on est passé au collage, expression libre, expression dirigée. On est parti dans des chemins pour toucher au but et ils ont conscience, et ils m'ont dit que, Moustapha, s'il vous plaît, passe le message à tous les participants du colloque. On a espoir en vous. Ils ont vraiment espoir en vous parce que c'est eux notre avenir et c'est eux qui ont posé les questions qu'on a mis un petit peu partout là en exposition. Ça nous a pris pratiquement 1 mois et demi jusque-là. Ça continue encore. On a fait les collages, les peintures. Moi non plus, moi aussi j'ai commencé mes propres recherches au mois de février en se posant la question se nourrir en Méditerranée. Donc, j'ai commencé à faire mes propres recherches en Algérie. Je vis au désert. J'étais au contact avec les gens qui travaillent la terre, les agriculteurs, et moi aussi, dans ma région, tout ce qu'on a qui accompagne la table, l'art de la table, les valeurs humaines, les plats qui sont, je trouve que c'est super, c'est bio chez nous là-bas. Donc j'ai essayé d'exploiter tout ça, travailler avec les élèves aussi et avoir en quelque sorte une production et passer des idées de l'abstrait au concret, de quelque chose d'artistique, beau, parce que je pense qu'on peut faire des discours, mais vraiment on peut aussi dessiner une petite assiette vide qui peut tout dire. Et c'est ça notre message à travers cette exposition-là. Et je remercie énormément les 4 personnes qui sont là. Thierry, Charlotte, Nathalie et Tiffany qui m'ont vraiment été une aide importante pour réaliser ce travail avec les enfants. Et on espère bien que ça va rapporter, parce que je sais que l'art, il peut intervenir, il peut donner des solutions, pas maintenant, mais il peut aussi ouvrir les esprits et faire questionner. Et ça donne des idées, et on espère bien qu'on vous a touché par le sensible et par vos cœurs, et on a espoir en vous, les enfants aussi, et c'est eux notre avenir de demain. Je vous remercie. Voilà. Donc, merci à nouveau à eux. Quelques mots finaux de remerciements, Catherine, si vous voulez bien me rejoindre. Et je vous demanderai de rester dans la salle après. Il y a une petite signature de convention, de partenariat à laquelle nous souhaitons que vous assistiez. Bon, merci à tous. Je voudrais que Théodoro soit avec moi parce que nous sommes partis ensemble dans cette aventure qui n'était pas aisée du tout parce que pour moi qui suis sciences exactes, me trouver devant ce que vous appelez science mais qui est quand même très proche de l'opinion,
c'est quelque chose de difficile. Et je crois que c'est très important d'avoir cette limite entre la science et l'opinion. Et je vous remercie tous vraiment d'être là. Alors avec Théodoro, qui vient donc. Avec Théodoro, nous avons fait donc ça avec nos 2 organisations, le SIAM et puis le GIDE, qui est une organisation complètement indépendante des académies françaises, mais aussi du pourtour méditerranéen. Donc merci à l'équipe du SIAM de Montpellier. Merci à celle du GIDE et spécialement à Ala. Merci à vous tous. Alors, ce qu'on a décidé ensemble, c'est qu'on va faire une liste noire. Et sur cette liste, on ne mettra pas les gens qui arrivent, qui font un discours et qui repartent. On vous remercie d'être restés dans une ambiance spartiate que nous avons tous partagée. Et j'ai vu une personne, par exemple, j'ai compté, elle a dit 27 fois « on sait que ». Et pour moi, qui suis physicienne, qui doute sans arrêt, c'est impossible d'entendre ça. Elle est venue, elle a dit « on sait que », elle est partie. Donc ça, c'est terminé. N'est-ce pas, Théodoro? Plus du tout ça. Oui. Plus jamais ça. Voilà, donc merci. Merci à tous. Vous vous installez pour la signature. En complément, pendant que Catherine et Théodoro s'installent pour la signature, merci aux interprètes, Anita et Lionel, là-haut, pour tout le travail qu'ils ont fait pendant ces 3 jours. Merci à Thierry et Yves qui ont été aux manettes pour la transmission en streaming, la gestion des visios, le montage, ce qui fait qu'on aura à travers, juste après, on aura un document audiovisuel complet qui nous permettra de valoriser bien au-delà de cette séance et en complément de l'ouvrage dont a parlé Michel, toute la matière dont la qualité a été soutenue. Voilà. Je remercie aussi plus nominativement les équipes qui étaient derrière ici, Fred, Marc, Valérie, Safia, Paul, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour atténuer le caractère spartiate de l'accueil. Et merci à ceux qui ont compris qu'on faisait notre maximum avec les moyens dont nous sommes dotés. Merci aussi à Maria Carla, Anna Maria, qui étaient en régie, si je puis dire, à Bari et qui vous ont acheminé jusqu'ici depuis parfois bien loin. Et c'est à Stéphane qui a fait la connexion entre les aéroports, enfin de l'aéroport et la gare. Voilà, je vérifie, bon, Nathalie et tout ça, on les a remerciés. Merci aussi à nos prestataires de la Terre à l'Assiette et au Passe-Muraille qui vous ont restauré au mieux aussi de leur capacité. Voilà. Et, ah oui, l'équipe du GIDE, alors Catherine, sous la houlette notamment de Yasmine et Ala, l'équipe du GIDE et du SIAM, Claire, Manon, Marouane, Lucas, et puis ici Zoubida et Tiffany qui ont été en interaction forte tout au long de la préparation de cette manifestation. Très, très important. Madame la ministre, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que nous avons eu avec Mustapha l'assiette et il ne faut pas que cette assiette reste vide pour certains.
Et donc, à la demande de Patrick, à qui j'ai privé de la possibilité de le faire, je voudrais adresser un dernier remerciement à Louis Malassi, qui a été un des directeurs, un de mes prédécesseurs à la tête de l'Institut agronomique méditerranéen, qui a été un des promoteurs ô combien important des systèmes alimentaires, de la notion de système alimentaire, et sans lequel probablement nous ne serions pas là ici aujourd'hui, plus de 60 ans après la création du SIAM. Merci à lui. Voilà. No, very short. I will not take more of your time. Thank you very much to everybody. I will not name anybody in particular, but all the colleagues of the GID, of the SIAM, of SIAM Montpellier, and everybody, and mainly the people that have animated the discussion, which has been extremely important. The topic is very, very relevant, very central. It's a topic that for SIAM is extremely important. We are working in many directions, tackling the aspect of sustainable food system, diets, and all the aspects that have been reported and discussed during these 3 days. Let me just shortly thank Professor, former Minister Mohamed Sadiki for the presence. It's a great honor for us. Professor Sadiki has been the president of SIAM in a very, and also vice president for many years in a very delicate moment of the organization, we all remember. And I really appreciate the word that you made, that you consider SIAM central in a tool, a real tool for politics, for the countries in order to interpret their strategy in agriculture, environment, facing all the challenges that we have at the moment. Thank you very much. Voilà, cette fois, c'est le moment, on clôt. On va arrêter la retransmission, mais j'ai quelques consignes logistiques à vous transmettre avant que... Bon, on va déjeuner ici tous ensemble. Cet après-midi, alors on vous avait proposé 2 visites. Hier, on vous avait demandé de vous inscrire. Il y avait une visite au marché d'intérêt national. Il y a eu 3 inscriptions. Et donc, du coup, j'ai pris la décision hier d'annuler la visite pour ne pas mobiliser pour 3 personnes toute l'équipe qui accueillait sur le site, un quart, etc. Par contre, il reste les visites qui étaient prévues à proximité au CIRAD, donc de 2 installations techniques. Alors, c'est pour certains qui avaient peut-être la crainte que ce soit une réunion avec une présentation et un diaporama de ce qu'est le CIRAD. Pas du tout, c'est des présentations dans des halles technologiques, c'est-à-dire vous allez et à présentation de travaux de recherche qui sont conduits d'une part sur la qualité des produits alimentaires transformés au sud et d'autre part sur la question de l'eau en Méditerranée. Donc c'est des présentations et des visites très concrètes qui ne vont pas durer très très longtemps et on sera de retour ici à 5 heures sans difficulté. On part à pied, alors j'intègre le petit trajet à pied, mais c'est un cheminement qui est pas désagréable. Départ au bas à 14h moins 10, le temps de... Voilà, il y a 10 minutes à peu près pour rejoindre à pied. Et je compte sur un minimum d'entre vous pour être présents à ces visites parce que il y a des collègues qui nous attendent et qui ont travaillé pour vous accueillir et vous présenter leurs travaux. Ensuite, quand vous allez quitter vos chambres, laissez les clés dans les chambres. Ne vous préoccupez pas de ramener les clés à un endroit. Le plus simple pour nous, c'est que vous les laissiez dans les chambres. On ira les récupérer et lorsqu'il en manquera une, on a les noms et on se mettra en quête de la clé et des clés manquantes. Voilà. Et sinon, je vous souhaite à tous et toutes très bon retour. Pour ceux qui restent cette nuit, il y aura un petit déjeuner servi demain à la cafétéria comme d'habitude. Voilà. Par contre, on n'est pas en mesure de le servir samedi pour ceux qui restent, mais il y a très très peu qui restent jusque samedi. Voilà. Bon appétit, bonne visite, bon retour et à bientôt.